Quels sont les canaux de distribution possibles quand on veut commercialiser sa marque de cosmétiques? À quoi faire attention quand on nous propose un certain partenariat et comment choisir le canal qui nous convient le mieux? On m'a demandé de traiter le sujet en DM sur Instagram et je sens que ce sont des préoccupations qui sont partagées par plusieurs d'entre vous. Alors on en parle en vidéo. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez commercialiser votre marque de cosmétiques mais ne savez pas par où commencer, j'ai créé une trame pour vous aider à guider votre réflexion. J'explique notamment comment trouver vos fournisseurs, comment choisir votre laboratoire, qu'est-ce que la réglementation exige de vous, comment consolider votre idée. Je vous invite à la télécharger gratuitement en barre de description. Comment vendre ces produits cosmétiques, quelle stratégie de distribution? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. La première étape pour construire votre stratégie de distribution va être de déterminer qui est votre client cible et où est-ce qu'il se trouve. Vous allez le voir dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs canaux de distribution possibles pour votre marque de cosmétiques. Je ne voudrais pas que vous pensiez qu'il y a un canal qui est forcément meilleur que l'autre. C'est comme tout, il y a juste un canal qui vous sied. Vous allez donc devoir faire votre choix en fonction de ce que vous vendez, mais surtout en fonction d'à qui vous voulez vendre. Qui sont vos cibles? Quelles sont leurs habitudes d'achat? Où est-ce que vous pouvez les trouver? Est-ce qu'elles ont l'habitude d'acheter leurs produits en magasin, en institut, sur internet? En premier lieu, c'est ça que vous aurez à déterminer. Et comment vous allez le déterminer? C'est au tout début de votre projet en faisant une étude minutieuse, en interrogeant les personnes. J'ai déjà parlé des interviews des cibles dans ma vidéo comment trouver une idée de business. Souvent quand on veut demander l'avis des gens, on crée un Google Forms qu'on balance dans des groupes Facebook et puis voilà. Moi je pense que c'est pas la méthode la plus efficace parce que les formulaires on les remplit absolument sans y penser. On veut juste en finir, donc on donne un tas de réponses comme ça. On n'est pas sincère même si ce n'est pas voulu à la base. Vous vous retrouvez donc avec des questions hyper génériques, des cibles questionnées au départ pas forcément qualifiées. Plutôt que cela, faites de vraies interviews. Repérez les personnes qui rencontrent le problème que vous souhaitez résoudre. Elles peuvent être dans votre entourage, sur les réseaux sociaux, dans des événements spécifiques. Demandez-leur de vous accorder 30 à 45 minutes de leur temps pour échanger par téléphone, en vrai, via Zoom. Peu importe la solution tant que l'échange est au moins oral. Les questions que vous poserez durant cette interview devront être bien choisies, non orientées, suffisamment généralistes pour que la personne puisse s'exprimer librement. Creusez chaque réponse de sorte à vraiment percer les envies profondes de la personne. Et pour arriver à ces fins, votre mot-clé sera pourquoi. Tu m'as dit que tu voulais consommer différemment, mais pourquoi? Traduis d'où te vient ce besoin de faire les choses différemment. On a tous tendance à donner des réponses superficielles qui même à nous semblent profondes et vraies. Mais en réalité, on se trompe. Pour ne pas biaiser votre étude, vous devez éviter que votre cible vous mente. Et ce sera en découvrant vous-même ses valeurs profondes. Le mot d'ordre pendant une interview cible, c'est l'écoute. Ça a l'air très facile dit comme ça, mais c'est extrêmement difficile à maîtriser. Ne restez pas là juste à enchaîner les questions pour vite finir l'interview et retourner dans votre zone de confort. Marquez des temps de pause. Le silence met mal à l'aise et il incite les personnes à en dire encore plus. Surtout, n'ayez pas l'impression de déranger avec vos questions, avec votre interview. Certes, il y a des personnes qui vous diront non. On a tout à fait le droit de ne pas avoir envie ou de ne pas avoir de temps à consacrer à cela. Mais pour les personnes qui vous diront oui, ne vous inquiétez pas, elles prendront sûrement plaisir à vous parler parce que tout le monde aime parler de soi. Deuxième étape, quel choix de canaux de distribution? On entre maintenant dans le vif du sujet. Une fois que vous avez déterminé qui sont vos cibles et quelles sont leurs habitudes, vous saurez mieux où les trouver. En général, les canaux de distribution employés en cosmétique sont Internet bien sûr. Vendre sur votre site est le canal le plus évident car il n'y a pas de marge à céder. Vous avez une présence en ligne. Vos cibles peuvent trouver des informations sur votre marque directement en tapant le nom. Les possibilités sont illimitées. Vous pouvez toucher des personnes dans le monde entier. J'ai fait une vidéo sur comment construire votre site Internet, gérer la logistique avec l'expédition des commandes, etc. Je vous la mets en suggestion. L'inconvénient avec la vente sur Internet, c'est que pour que ce soit vraiment très efficace, il faut être rodé en technique SEO pour amener du trafic vers sa page. Surtout dans le milieu concurrentiel de la cosmétique, ce n'est pas évident d'être visible. Vous avez le choix des salons, événements, ventes privées. À notre ère, c'est un peu moins vrai ou alors les salons se font en virtuel. Mais en temps normal, il s'agit de louer un stand lors d'un certain événement ou alors vous-même de créer votre propre événement de petite ou de grande envergure. Vous rencontrez directement vos cibles, vous leur vendez vos produits. En général, ce n'est pas le canal de vente principal choisi, les combiner avec d'autres. Bon, comme tout aussi, j'ai envie de dire, vous pouvez combiner plusieurs solutions. L'avantage de ces salons, ventes privées, c'est le contact avec les gens. Les taux de conversion peuvent être beaucoup plus élevés parce que vous rencontrez les gens en vrai. Ils découvrent votre histoire et surtout, ils peuvent tester, vous donner leur retour en direct. Donc, vous apprenez beaucoup aussi. Ici, le paramètre auquel il faudra faire attention si vous participez à un événement organisé par quelqu'un d'autre,
c'est le coût du stand et le potentiel retour sur investissement. C'est vrai que rien n'est jamais garanti, mais prenez quand même le temps d'enquêter sur les personnes qui vous abordent. Est-ce qu'ils ont déjà organisé des événements? Comment ça s'est passé? Quel est le volume de personnes attendues? Quel est le profil des personnes attendues? Quels sont les moyens de communication qui sont mis en œuvre? Je dis ça parce que parfois on peut vous proposer des coûts astronomiques pour un stand alors que ces gens-là ne s'occupent pas vraiment de ramener du monde lors de l'événement. Du coup, à la fin, c'est vous qui êtes perdant. Vous avez le choix des distributeurs de façon générale. Ce sont des entreprises indépendantes de la vôtre qui vont prendre vos produits et les présenter à leur clientèle. Les distributeurs peuvent être physiques, c'est-à-dire qu'ils ont un lieu réel où on peut aller. Par exemple, les salons de coiffure, les boutiques, les instituts. Bref, vous l'aurez compris, des structures physiques. Les distributeurs peuvent être virtuels, c'est-à-dire qu'ils ont une présence en ligne. Les types de collaboration ici sont multiples. Par exemple, il y a l'achat-revente. Ils achètent vos produits, ils les revendent. Là, j'ai envie de dire, c'est le mode de collaboration ultime. Parce que vous écoulez votre stock, ils payent pour ça et ils gèrent le reste de la logistique. Le dépôt-vente, vous déposez une partie de votre stock chez eux, mais ils ne l'ont pas acheté. Juste, ils le gardent et chaque certain intervalle de temps, ils vous remettent les sous des personnes qui sont venues acheter, moins leur marge à eux. Le dropshipping, ici, le distributeur ne stocke rien, il fait rien à part communiquer. Et quand il y a un client qui vient acheter vos produits, vous lui expédiez, avec les frais d'expédition à la charge du client, bien sûr. Chaque certain intervalle de temps, encore une fois, le distributeur vous verse le paiement qui correspond à la vente sans sa marge à lui. Troisième étape, choisir son distributeur. Dans cette partie, je choisis de me concentrer un petit peu mieux sur les distributeurs. À quoi faire attention, car c'est le canal de vente qui suscite le plus de questions d'après ce que j'ai remarqué. Si vous souhaitez que j'approfondisse d'autres éléments, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, maintenant que vous voyez à peu près les différents modes de collaboration avec les distributeurs, vous devez légitimement vous demander, déjà, est-ce que c'est une bonne idée de passer par un distributeur pour écouler ses produits? Si oui, comment le choisir et à quoi faire attention? Il peut y avoir des avantages à envisager ce type de canal de vente. Par exemple, vous écoulez beaucoup de produits d'un coup. Votre marque est présentée à une autre clientèle que la vôtre. Vous avez potentiellement une rentrée d'argent récurrente si la collaboration est qualitative. Mais il faut quand même rester attentif à certains paramètres, surtout si vous débutez. Par exemple, on a parlé du fait que les distributeurs écoulaient beaucoup de produits d'un coup. Mais pour cela, vous devez vous assurer qu'ils ont une base clientèle solide qui correspond à votre cible. Il y a beaucoup de distributeurs qui peuvent venir vous voir en disant « liant un partenariat, on a par exemple 50 000 personnes dans notre base de données clients, mais en fait ces 50 000 personnes ne correspondent absolument pas à vos cibles, elles ne seront pas intéressées par vos produits. » Vous devez vous assurer qu'ils sont dans un état d'esprit, j'ai envie de dire collaboratif, qu'ils apprécient vraiment votre marque, qu'ils sont prêts à en parler à leur clientèle, qu'ils sont prêts à enclencher la vente. Parce qu'il ne s'agit pas de juste afficher votre produit en vitrine et voilà, ça va se vendre tout seul. Non, parfois quand vous allez au supermarché, vous rencontrez des personnes qui vous proposent de goûter tel ou tel produit et ils vous tendent un code de réduction pour que vous alliez l'acheter. Ces gens-là, ce sont des animateurs qui ont compris que leur nouveau produit placé en rayon ne va pas se vendre tout seul. Vos produits cosmétiques, c'est pareil, il faut prévoir des animations. Alors les distributeurs en général vous demandent de venir la faire vous-même. Si vous n'avez pas beaucoup de collaborateurs au début et que c'est gérable pour vous, ok. Mais derrière, il faut qu'ils vous rendent l'appareil, je dirais, en poussant vos produits auprès de la clientèle. Autre paramètre auquel il faut faire attention, les marges, bien sûr. Les taux de marge en distribution dépendent beaucoup de si le distributeur est physique ou non, du mode de collaboration. Ils peuvent aller jusqu'à 50%. Moi, on m'a même déjà demandé de donner les produits gratuitement. Quand on démarre, on se retrouve souvent confronté à des personnes qui ont l'habitude de traiter avec de grandes marques avec lesquelles ils ont beaucoup d'avantages. Sauf qu'ils veulent les mêmes avec vous alors que vous n'êtes pas capable de donner la même chose. Certains collaborateurs vont vous demander une marge un peu plus élevée que d'autres, mais en contrepartie, ils vont vous acheter un volume plus conséquent de produits. Donc, à vous de voir si la compensation est intéressante pour vous ou non. Avant d'aller prospecter, d'entrer dans un processus de négociation, vous devez être au clair sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? Quel taux de marge vous pouvez céder et sous quelles conditions vous ne pouvez absolument pas vous plier? Ce travail de préparation en amont là, il est essentiel. Vous n'allez pas juste aller vous présenter devant les gens sans avoir bossé votre prévisionnel à fond. Sinon, vous allez vous retrouver à accepter des choses qui au final ne vous vont pas. Selon moi, il ne faut pas faire l'erreur d'aller voir des distributeurs trop tôt. Parce que quand votre marque n'est pas du tout connue et que vous allez les démarcher, vous n'avez pas vraiment de poids dans la négociation. Alors que si on vous connaît déjà un petit peu, que les distributeurs eux-mêmes entendent parler de vous, qu'ils reçoivent de la demande pour vos produits, là vous pouvez mieux mettre en avant vos conditions. Et sincèrement, avoir des distributeurs, ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement. Donc je pense qu'il est judicieux de se poser, de se demander, est-ce que c'est le moment? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je gagne quelque chose? C'est à vous de tenir cette réflexion lorsque vous élaborez votre stratégie de distribution. 4. Tester et améliorer. Comme d'habitude, autorisez-vous à tester et à faire des erreurs. Moi, j'en ai fait plein. Mais c'est ainsi que vous allez comprendre ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Le plus important, ce n'est pas l'erreur qu'on a
commise, mais quelles leçons on en a tirées et comment on peut s'améliorer. Mais s'il y a une chose que vous devez garder en tête, c'est quels sont vos objectifs et en fonction de cela, quelle est votre stratégie. C'est vraiment ça la différence, car en fonction de ça, vendre vos produits cosmétiques en institut sera de loin une meilleure idée que de les vendre sur votre site internet propre. Enfin, ne vous précipitez pas à dire oui à toutes les personnes qui viendront vous proposer des collaborations. Ce ne sont pas des occasions ratées, ce ne sont juste pas les bons choix pour vous à ce moment précis. Lorsque vous allez vous lancer, vous allez voir que vous allez être abordé par plein de personnes qui veulent distribuer vos produits. Mais beaucoup de ces personnes n'auront pas un profil qualitatif, peut-être parce qu'ils n'auront pas de base client assez conséquente, peut-être parce qu'ils n'auront pas de stratégie de communication très claire. Bref, menez l'enquête et ne dites pas oui à tout encore une fois. Avoir des stratégies gagnantes en cosmétique, c'est essentiel car on l'a dit plus haut, c'est un milieu concurrentiel. Et si cela vous inquiète, abonnez-vous à la chaîne car mercredi prochain, je poste une vidéo sur comment se démarquer de ses concurrents en cosmétique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous sera utile. Quant à moi, je vous dis à dans quelques jours. Ciao!